Alors la suite, alors il y avait une erreur, je ne sais pas pourquoi, il y avait un problème avec le temps quand je calculais Vx et Vy. Donc au lieu de mettre temps après moins temps avant, j'ai mis 80 millisecondes puisque c'est toujours l'intervalle de temps entre deux positions. Enfin trois positions du coup, mais la position d'avant et la position d'après. Et donc là, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc j'ai les valeurs de énergie cinétique qu'on a calculées, énergie potentielle, et je vais lui faire calculer l'énergie mécanique en faisant la somme d'énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc j'étire. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, hop, là encore, hein, si on voit l'énergie mécanique, ça a l'air plutôt de tourner autour de la même valeur. Donc comme on l'avait précédemment, on est en millijoules, attention. Alors on y va pour les courbes d'énergie. Donc l'énergie cinétique, on va la mettre, on a dit, je sais plus, je crois que c'est rouge. Et on verra si on peut modéliser. Énergie potentielle, on va mettre ça en bleu. On verra aussi si on peut modéliser. Et l'énergie mécanique en vert. Et on verra si on peut modéliser également. Donc on y va. Énergie cinétique. Ah, alors ça a l'air de ressembler à une sinusoïde. Donc si je modélise, on peut essayer tout de suite. Énergie cinétique en fonction du temps. Ah pardon, avant de modéliser, il faut une abscisse et là on ne l'a pas. Donc énergie cinétique en fonction du temps, voilà. Et donc je modélise l'énergie cinétique en fonction du temps et je vais essayer par une sinusoïde. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal, 0,997. On est bon. On va mettre ça en rouge, voilà. On a ça. Ensuite, énergie potentielle. Ah, on a l'impression que c'est une courbe pareille sinusoïdale mais qui complète la deuxième, c'est-à-dire que quand l'une est maximale, l'autre est minimale. Alors voyons si on modélise. Pareil avec une sinusoïde. Ouh, ça a l'air pas mal. 0,999, c'est encore mieux. Le modèle, on va le mettre en bleu. Pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Quand l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est minimale. Ça veut dire que quand l'altitude est maximale pour notre pendule, la vitesse est minimale, ce qui semble logique. Et on voit que les deux courbes, quand l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue et de la même quantité. Donc c'est encore ping-pong entre énergie cinétique et énergie potentielle. L'énergie cinétique diminue et se transforme en énergie potentielle et inversement. Au niveau de l'énergie mécanique, je pense que vous voyez ce que ça va donner. Ah ah ah, donc du coup, ça aussi, ça reste à peu près la même valeur. Si je modélise, je vais évidemment modéliser par une constante. Voilà. Et ça donne, on est à peu près à une valeur constante, donc pas de coefficient de corrélation pour les constantes. On n'est pas mal du tout. Voilà. Donc ça, pour un pendule sans frottement, on voit qu'il y a conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement sans perte, puisque l'énergie mécanique reste constante, donc il n'y a pas de perte d'énergie. L'une se transforme en l'autre sans perte en une autre forme d'énergie. Donc voilà pour ce qui se passe pour un pendule simple. Donc à partir de là, vous pouvez répondre aux questions qui sont posées après et essayer de conclure. Alors, à la suite, donc je vais m'arrêter pour cette suite de vidéos et je vais en faire une troisième avec que se passerait-il pour ces énergies si on avait un pendule qui était amorti, c'est-à-dire qu'il y avait des frottements qui n'étaient plus négligeables avec l'air. Donc je vais faire une dernière vidéo avec une vidéo d'un pendule amorti cette fois-ci pour voir ce qui pourrait se passer. A tout de suite.